Librephonia. Écoute un livre. Écoute un livre. Mes parents avaient leur habitation à l'extrême nord du village, dans le quartier d'en bas. Nous sommes de la Karouba des Aït Mezouz, de la famille des Aït Moussa. Menrad est notre surnom. Mon oncle et mon père se nomment l'un Ramdan, l'autre Louni, mais dans le quartier, on a pris l'habitude de les appeler les fils de Chaban. Je ne sais trop pourquoi. Ils furent orphelins de si bonheur que mon père ne connut jamais mon grand-père. On aurait dû les appeler les fils de Tassadit, ma grand-mère. Leurs oncles ou leurs cousins préférèrent sans doute perpétuer le nom de Chaban pour bien montrer aux gens que les orphelins avaient de qui tenir, et qu'à deux, ils remplaçaient en fait et en droit celui qui n'était plus. Cette façon de voir était louable au début, mais par la suite, les enfants devinrent des hommes. Ce collectif les diminuait un peu, car on ne parlait jamais d'eux que comme d'une seule personne. Pourtant, ils ne se ressemblaient guère. Mon oncle Lounis a les traits fins, le regard moqueur, le teint blanc. Il est méticuleux et propre. Je le revois toujours avec une gandoura blanche et un turban soigneusement enroulé. Je l'imagine rarement, une pioche à la main, la taille serrée du large ceinturon à clous dorés. Cela lui arrive quelquefois. Alors, il manie l'outil maladroitement, y met de la mauvaise volonté, bâcle son travail. Certes, il est mieux à la djemma. Les gens savent qu'il est franc et nerveux. Sa parole est vive. Sa rancune est un feu de paille. Il fut l'un des jeunes hommes les plus élégants du village. Pour cette raison, il acquit une place de choix dans le cœur de sa mère. Du reste, c'était l'aîné. Ma grand-mère aimait à répéter qu'il l'avait aidé à élever le petit Ramdan. En vérité, la pauvre femme n'avait jamais pu compter sur lui. Il était évident qu'elle avait un faible pour Lounis. Elle lui avait donné un physique agréable. Ce fut son premier cadeau. Elle se reproduisit elle-même en son fils aîné. Le même sourire, le même visage ovale, le même son de voix. Ramdan, de son côté, ressemble exactement à Chaban. Le hasard, peut-être, a voulu lui accorder une petite consolation en mettant à sa portée un moyen facile d'imaginer son père. Ramdan est brun, plus solide et plus trapu que son frère. C'est le type du paysan kabyle noueux et bien musclé. Pour le visage, c'est Chaban lui-même, répète ma grand-mère. Front carré, petit nez retroussé, lèvres minces, pommettes larges. Il a aussi le regard de son père et le même tic lui fait fermer l'œil gauche quand il vous regarde. Dans sa jeunesse, ma grand-mère a vainement essayé de lui faire perdre cette disgracieuse habitude, ainsi que sa façon de marcher pesamment, comme un ours, les pieds en équerre. Cette allure lui donne l'air, à chaque pas, d'affronter un adversaire ou de charger un fardeau. Ma grand-mère l'a toujours considéré comme une espèce de lourdeau peu exigeant. Il n'est pas bavard comme son frère, mais timide jusqu'à l'impolitesse, renfermé et apparemment aussi lourd d'esprit que de manières. Il semblait tout destiné aux travaux du fellah. Il accepta impassiblement son rôle. Ses gros doigts ne l'empêchaient pas de jouer admirablement de la flûte, mais seuls les jeunes gens de son âge le savaient. Il adorait sa mère et son frère, mais cachait son affection au fond de son cœur comme une faiblesse. Il avait une façon imagée de railler sans méchanceté les gens et les choses. En réalité, c'était un pince sans rire, double d'un philosophe et d'un poète. Beaucoup de ses bons mots se répètent encore dans le village. En général, on l'aime autant que son frère, parce qu'il est simple et honnête. Lorsque je vins au monde, mon oncle n'était pas loin de la cinquantaine et mon père de la quarantaine. Ils avaient femme et enfants. Elima, la femme de mon oncle, est originaire du quartier d'en haut. C'est une grande femme sèche et droite, avec deux yeux étincelants, une grosse voix, la main leste et l'allure féline. Elle s'imposa tout de suite à la vieille Tassadite, qu'elle ne tarda pas à épouvanter. Mon oncle prit l'habitude de la battre sans jamais parvenir à se faire craindre. Mon père était son implacable ennemi parce qu'il déjouait toutes ses ruses. Nous savons dans la famille qu'elle a récolté la malédiction de ma grand-mère et nous supportons son amertume. Pourtant, c'était la vieille qui l'avait choisie. Le père de Elima, un ancien ami de mon grand-père, avait fait comme convoyeur la campagne de Madagascar. Il en était revenu avec de l'argent. Ma grand-mère le crut très riche et pensa trouver en lui un appui pour ses enfants. Elle ne se pardonna jamais son erreur. Le vieux soldat,
tranquille sur le sort de sa fille, mourut bientôt sans lui laisser rien d'autre qu'une médaille dorée avec un ruban de soie verte, laquelle échouera beaucoup plus tard entre mes mains. Ma mère et des Aït Moussa, c'est donc une cousine des Menrad. Ma grand-mère l'a pris aussi par calcul. Mon grand-père maternel, Ahmed, légua avant de mourir une maisonnette et un champ à ses 3 filles. Il laissa un papier de cadi. Il existe encore ce papier, un peu noirci, mais toujours solide, plié en 4, enveloppé dans un chiffon, caché dans un pot en terre ferme d'un bouchon de liège. Ce fut une donation ferme et définitive. Ma mère s'en souvient très bien. Mais lorsque l'acte arriva, le cheikh qui le traduisit expliqua aux héritières qu'elle n'avait droit qu'à l'usufruit. Le cadi, sans doute, n'avait pas bien compris les vœux du mourant. Il enregistra ceux des frères. Cela n'eut plus beaucoup d'importance, car ma mère et mes tantes ne furent pas inquiétées par leurs oncles qui se partagèrent les autres champs. À la mort des 3 sœurs, ils prendront sans histoire le reste de l'héritage. Ahmed, mon grand-père, était veuf. Il n'ignorait pas que ses filles n'auraient aucun soutien. Mais il n'osa pas leur donner ses propriétés avant sa mort, ce qu'eût été la seule façon de les garantir de la misère. Il craignait pour ses biens, proie facile entre des mains de femmes. Il se refusait à exposer sa mémoire aux flétrissures des Aït Moussa vivants et futurs. Il ne voulait pas que d'autres s'installassent sur ses terrains, fussent-ils des gendres ou des petits-enfants. Oh, oui, les choses auraient été arrangées de son vivant si un de ses petits cousins, Moussa comme lui, s'était marié à l'une de ses filles. Ils n'en voulurent pas, sauf, peut-être, les fils de Chaban. Un parti trop maigre. Il fut souvent tenté de leur en garder rancune. Mais sur ces derniers jours, il crut plus sage de leur laisser ces terrains afin de ne pas détacher ses filles de la grande famille. « Je m'en vais, pensa-t-il. Nul ne dira que j'ai lésé les intérêts des miens. À eux l'honneur ou le déshonneur. Ils ont le choix. Parbleu, ils choisirent l'honneur, les Aït Moussa. Ils ne voulaient pas que les filles les déshonorent. D'abord, la mauvaise volonté du vieux était évidente, puisqu'il avait essayé de donner définitivement la maison et un champ. Le cadi avait été compréhensif. Heureusement. Pour le reste, il n'était pas nécessaire d'y aller par 36 chemins. Tâchez de vous débrouiller dans l'honneur, dirent-ils aux filles. Le moindre de vos écarts peut salir notre nom. La plus grave des sanctions ne se fera pas attendre. Vous êtes à notre discrétion. Marchez droit. Le reste ne nous regarde pas. Il est d'usage, lorsqu'un proche hérite, de recueillir les orphelines, de les marier et de veiller sur elles. Les Aït Moussa sont trop nombreux et se jalousent trop pour se conformer à la règle. Ils voulurent tous de l'héritage et prirent ensemble l'engagement de s'occuper des orphelines. Ils tinrent cet engagement dans la mesure où il consistait à surveiller étroitement les malheureuses. Les sœurs, à se sentir ainsi surveillées, à se voir parfois malmenées, en surent gré à leurs oncles ou cousins, parce qu'en même temps, elles se croyaient protégées. Elles préféraient cela à l'indifférence et à l'abandon qu'accompagne toujours le mépris. C'étaient de braves filles, avec des idées bien arrêtées. Elles acceptaient que leurs oncles les trompent et les dépouillent, pourvu qu'on ne les écartât pas de la communauté et qu'elles gardassent leur droit au nom. De toutes les tantes, ma grand-mère Tassadite était une de celles qui s'intéressait le plus aux orphelines, leur disait le plus de douceur et les conseillait le plus souvent. Elles prirent bientôt l'habitude de la consulter sur toutes choses. Fatma, l'aînée, avait moins de 20 ans. Ramdan n'était pas encore marié. Ma grand-mère eut l'idée de les unir. Elle n'était pas laide, Fatma, petite, palote et maigre, avec un visage un peu trop long et des pommettes saillantes, mais un beau regard plein de douce mélancolie. Elle n'avait rien des allures sauvages et fières des jeunes filles de son âge. Elle était simple et naïve. En dehors du couscous, elle ne savait rien préparer. Ma grand-mère eut beaucoup de difficultés à lui faire accepter Ramdan. Fatma s'y résigna lorsqu'elle fut certaine que la grosse enveloppe d'ours cachait beaucoup de force, beaucoup d'ardeur au travail et assez de bon sens. Elle pensa qu'il serait en même temps un tuteur pour ses 2 sœurs. Le mariage se fit le plus simplement du monde. Les 2 frères Louni et Ramdan prirent sous leur protection les orphelines. Tous les cousins s'en félicitèrent.
Je crois que ma grand-mère n'eut jamais à se plaindre de ma mère. Fatma vécut à son ombre et fut l'ennemi intime de Elima. La vieille Tassadite se trouvait dans une situation un peu paradoxale. Elle aimait Lounis plus que Ramdan, mais elle préférait Fatma à Elima. Ce fut, peut-être, pour cette raison que les deux ménages purent vivre longtemps ensemble, et que ma grand-mère put conduire la maison avec une relative impartialité. On sait, en effet, que les gens de chez nous sont disciplinés, tout au moins dans leur vie familiale. Nous sommes tous d'accord pour blâmer le gaspillage. C'est pourquoi chaque famille se soumet à un responsable. Le responsable dispose des provisions, fixe les rations à son gré, décide de l'utilisation des économies, des achats ou des ventes à effectuer. On l'accuse quelquefois de se servir mieux que les autres, mais c'est toujours par envie. La coutume a consacré les vertus du maître ou de la maîtresse de maison. Des proverbes indiscutables rendent justice à leur mérite. Chez les Menrad, c'était ma grand-mère qui était chargée de la subsistance. Elle seule ouvrait et fermait les ikoufans. Elle avait ses façons particulières de manier chaque ustensile, ses secrets pour enlever ou remettre le couvercle. Des indices imperceptibles pouvaient lui donner l'éveil. Ses brus savaient à quoi s'en tenir. La soupente était son domaine. Elle seule y avait accès. Elle y grimpait pour prendre la ration de figues, emplir un tamis d'orge ou servir l'huile et la graisse. Elle avait ses mesures à elle, une arithmétique personnelle, une mémoire sûre. Sa vigilance ne pouvait pas être trompée. Les femmes préparaient les repas. Mais une fois le couscous cuit, c'était elle qui le versait dans les plats. Il n'y avait que la viande qu'elle faisait partager par son aîné, travail d'homme. Comme nous en achetions seulement pendant les fêtes, c'était en somme ma grand-mère qui nourrissait la famille, pareille en quelque sorte à une mère poule donnant à chacun la béquée. Certes, voilà un travail qui exige de grande qualité, car on sait que les Kabyles ne nagent pas dans l'opulence. Néanmoins, comme on en charge toujours le plus vieux ou le plus respectable de la famille, on est généralement tranquille sur le sort des autres et l'on est certain qu'il remplit son devoir avec le souci constant de l'intérêt commun.